Donc, la première question. Je me laisse. Merci. Ma question est la suivante. Je m'adresse à M. Bonjour, peut-être madame. Si on consomme moins, okay. La simplicité volontaire, si on va consommer moins. Si on consomme moins au Québec, on va produire moins au Québec. Si on produit moins au Québec, il va y avoir moins de jobs, donc il va y avoir moins d'impôts, puis ça va au gouvernement. Alors, où allons-nous prendre l'argent pour payer les hôpitaux? Parce qu'on va continuer à être malade et mourir. Et l'éducation. C'est l'éducation qu'on repose. Bon. D'abord, il me semble qu'il y a deux éléments dans votre question. Beaucoup de gens nous disent, si on consomme moins, effectivement, ben, ils vont se vendre moins de choses, puis il y a des industries qui vont fermer, donc il va y avoir du chômage. Quand on parle de décroissance de notre société et de la société qu'il faudrait qu'on installe en place, c'est pas à ce moment-là de dire on diminue tout simplement la production, on diminue la consommation, c'est qu'on s'en va dans un type d'organisation différent. Par exemple, et ça, on va y être poussé de toute façon avec la fin de l'agriculture industrielle qui va être nécessaire dans quelques années quand le coût du pétrole va être inaccessible. Notre agriculture actuellement repose sur l'utilisation de beaucoup de machines, de beaucoup d'engrais chimiques qui sont faits à partir du pétrole, des pesticides du pétrole, et surtout sur cette mondialisation de la nourriture où les pays se spécialisent dans une production, puis on envoie ça dans d'autres pays. Et tout ça, ça va finalement s'effondrer dans quelques années quand le coût du pétrole va être trop cher. Donc, il va falloir qu'on revienne à une agriculture beaucoup plus écologique. Et par définition, c'est une agriculture qui demande plus de personnes pour travailler. Quand on parle de sobriété dans notre consommation, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va consommer moins de choses, mais on va s'organiser pour les faire durer. Donc, on va réparer davantage. On va produire aussi mieux des affaires qui sont plus durables. On va peut-être s'acheter moins de vêtements, mais on va s'acheter des vêtements qui vont nous durer à ce moment-là et qui vont être plus originaux, qui vont avoir été faits par des artisans. Donc, une réorganisation de la société qui va faire qu'on va recréer des emplois, une partie des emplois. Et ne serait-ce que des mesures sociales, comme de dire, ça n'a pas d'allure actuellement que 20% des gens travaillent 50 heures par semaine ou plus. Pourquoi on ne répartit pas à ce moment-là les heures de travail mieux? Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne devrait jamais travailler plus que 20 heures par semaine. Pensez-y, si tout le monde travaillait 20 heures par semaine, il y aurait de la job pour tout le monde. Okay? Bon. Et quand on dit à ce moment-là, comment, si les gens paient moins d'impôts, comment on va faire pour financer nos services publics? Mais on pourrait certainement imposer davantage ceux qui gagnent beaucoup. Il y en a une petite minorité et qui gagnent énormément plus que leurs besoins. Et c'est clair qu'on devrait à ce moment-là avoir, par exemple, et c'est une mesure qui commence à circuler en France, on parle du revenu maximum admissible. Hein? Mettons qu'on établit ça à 100 000 $. Quand quelqu'un est rendu qui a un salaire de 100 000 $, il est imposé à 100 % après son 100 000 $. Ça, c'est une chose. Mais il y a surtout les entreprises qu'il faudrait, au lieu de leur donner des subventions, donc d'un côté, on dépense notre argent en subventions aux entreprises, au lieu de faire ça, on devrait les faire payer. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui ne paient pas une scène d'impôt parce qu'il y a toutes sortes d'échappatoires, il y a des paradis fiscaux, etc. Et donc, quand on parle de réformer la société, évidemment, il y a des réformes qui vont devoir être politiques. Et c'est pour ça aussi, ça en est une des choses que je n'ai pas nommées, mais c'est pour ça qu'on a besoin de temps pour s'impliquer dans, finalement, au plan politique, pour se créer des partis qui ont du bon sens. On est chanceux, on en a un au Québec qui en a pas mal. Et si on manque notre chance avec Québec solidaire,
Je pense que ça va prendre du temps avant qu'on ait encore des gens aussi sincères que ça. Mais si on veut que Québec solidaire avance, on voit bien qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup de militantisme, qu'on explique qu'est-ce que c'est, qu'on s'implique davantage dans le parti. Et ça aussi, ça demande du temps. Ce que les gens n'ont pas, et les gens, à ce moment-là, se contentent de suivre des mots d'ordre qu'on leur donne dans les journaux, puis ça. Si vous permettez, je vais continuer à répondre à Maurice. D'abord, Maurice, avec la simplicité volontaire, on va être beaucoup moins malade, ça va coûter moins cher aussi pour le système de santé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la question que Maurice a posée, c'est une question essentielle parce que nous sommes dans un système, dans une spirale qui n'en finit plus. Plus on consomme, plus on produit. Plus on produit, il faut absolument produire plus parce que nous sommes dans un système de croissance infini. Et c'est justement ce système-là qui va nous mener à une catastrophe. Et cette catastrophe-là, il faut la voir venir. Il faut être éclairé sur cette catastrophe à venir. Et pour l'éviter, il faut peut-être créer des petites crises pour que les gouvernements soient sensibilisés, pour qu'on change notre manière d'agir, autant politiquement qu'économiquement. Alors, la spirale de la croissance de la production et de la croissance de la consommation, ça nous mène droit à une catastrophe. C'est justement dans cette spirale-là, de ce cercle vicieux qu'il faut sortir. Et la simplicité volontaire, il me semble, c'est l'attitude idéale. Et si on devient extrêmement contagieux, on devient forcément on acquiert une conduite, une anti-conduite sociale. On devient des asociaux d'une certaine façon parce qu'on ne participe plus au jeu de la croissance folle dans laquelle on est impliqué maintenant, dans laquelle on est obligé, on est pris par cette croissance-là, par ce système-là. Avec plusieurs simplicitaires, on va peut-être faire bouger quelque chose, changer le monde, peut-être sans prendre le pouvoir, puisque ceux qui sont au pouvoir vont être obligés de réfléchir à changer les choses. C'est mon point de vue. On peut revenir là-dessus. C'est tellement une belle question que moi aussi j'ai envie d'ajouter mon fion. Si on définit la simplicité volontaire comme étant une réflexion sur l'art de vivre, mais à la condition de ne pas se laisser mener par la société de consommation, on est en plein dedans. Et quand on entend des solutions comme on nous les expose ici, on pourrait stopper les salaires des plus riches, on pourrait redistribuer, on pourrait ne travailler que 2 jours semaine. Je suis pas mal certaine que parmi vous, il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont complètement flyés, ces gens-là. Alors, c'est parce qu'on se transpose tout de suite comme s'il fallait que ça soit fait demain. La simplicité volontaire est un appel à choisir son camp, à commencer tout de suite, dire « Moi, je m'inscris dans quoi? Qu'est-ce que je décide de faire? Je choisis mon camp. Je décide, par exemple, de mettre mes énergies dans des jobs utiles, dans des jobs de service, d'accompagnement des personnes. Dieu sait combien on sauverait d'argent si on s'occupait bien de nos adolescents en leur montrant à faire du sport, par exemple. Moi, je trouve que Patrouille Prévost à Montréal ou bien les YMCA partout dans la province, il me semble qu'ils devraient en avoir dans chaque village, pas compliqué, parce que ça les aide les adolescents à sortir de leur fou, puis leur énergie, puis tout ça, puis ça empêche un paquet de délinquance après. Et les personnes âgées leur fait faire du sport, les faire se rencontrer. Tout à l'heure, je parlais avec une personne qui disait « C'est vrai qu'on souffre de solitude dans nos belles grosses maisons. » Fait que travailler à sortir les gens de la solitude, c'est provoquer des réflexes de santé. On est tout de suite sur des sentiers qui mènent à une société alternative. Il ne s'agit pas d'être impatient et de dire « si je ne peux pas l'avoir demain, la société idéale, je ne fais rien ». À ce moment-là, vous rentrez dans le camp de ceux qui croient au Père Noël. Tout va se faire tout seul sans que je m'en mêle. Voilà. D'autres questions? Je trouve, M. Mongeau et Jacques, que vous êtes très pessimiste. Parce que, M. Mongeau, quand vous avez dit que vous êtes quelques-uns à réfléchir là-dessus, je pense qu'il y a plus que quelques-uns. Et puis, Jacques, quand tu dis que là, si on fait quelque chose, on va arriver. On a déjà fait quelque chose, on fait quelque chose. Aujourd'hui, je viens de terminer un cours sur les grands enjeux environnementaux du 21e siècle.
à l'UTA. Et j'ai vu aujourd'hui à la télévision qu'est-ce qu'on peut faire avec notre urine. En Chine, les enfants dans les écoles, on leur montre qu'il y a une espèce de bassine avec un gros trou pour le numéro 2, puis un petit trou pour le numéro 1, puis ils ramassent. Fait que, mesdames et messieurs, la simplicité volontaire, vous pouvez pisser sur votre jardin. Avec l'urée, Il faut le diluer un peu. on arrive aussi à faire un cadre. Ça fait que quand on dit sortir du système, M. Mongeau, là, ben moi je pense qu'on n'arrivera à rien si on sort du système. Parce qu'on a besoin du système. Je n'irai pas péter la rue avec ma pelle, moi. J'ai besoin d'un système. Il y a un système, d'abord un système familial, un système communautaire, puis un système plus grand. Mais le système que j'ai actuellement, si je ne l'aime pas, oui, il y a des choses que je peux faire pour le changer. Mais j'en ai besoin du système. Parce qu'autrement, tout ça, je n'arriverai pas. Puis dans le carburant, M. Mongeau, là, il fait beaucoup de recherches là-dedans. Puis c'est le système qui fait qu'on fait de la recherche là-dedans. À Saint-Hyacinthe, on a vu ce qu'ils font à Saint-Hyacinthe. C'est la première ville là, où ils prennent le compostage et ils font quelque chose avec. Ben, c'est un système, là. C'est pas nous autres, là, notre groupe de volontaires qui a fait ça. On a besoin, moi je pense que pour arriver à autre chose, puis vous avez raison, puis on a raison de s'inquiéter de ce qui arrive. Mais je pense pas qu'on peut arriver à faire quelque chose si on ne le fait pas avec tout ce qu'il y a déjà là. Puis un autre chose, M. Mongeau, là, moi j'ai été simpliste, pas volontaire. Puis je suis pas venu riche. Peut-être parce que je n'étais pas assez volontaire, là, mais je suis pas venu riche avec ça. Je calcule aujourd'hui, dans un sens, le genre de richesse dont vous avez parlé. Moi, je me trouve riche parce qu'actuellement, j'ai une propriété qui est payée, puis je n'ai pas des gros revenus, mais ça me suffit amplement parce que sur les achats, là, ben, comme là, je voyais dans les dépliants pour le temps des fêtes, il y a toutes sortes de belles bébelles pour décorer l'arbre de Noël. Moi, j'ai imprimé photos de mes enfants, je les ai découpés en boules, puis je mets ça dans mon arbre de Noël. Là, j'ai des vieux plastiques que je vais chauffer sur mon poêle à bois, que je vais travailler un peu, puis ça va faire quelque chose de beau. Mais ça, c'est moi. Puis Madame Diane, ben, quand vous dites, moi, vous n'êtes pas à dire est-ce que j'ai trop d'un divan, ben moi, je pense que, moi, personnellement, il faut que je me le dise aussi. À moi-même, puis après ça, après, à plus grand, mais j'ai à faire pas mon examen de conscience, mais j'ai à trouver moi-même ce que je veux faire. Parce que je pense qu'il y a différents paliers ou différents niveaux qu'il faut qu'on ajuste là-dessus. M. Mongeau. Oui, écoutez, quand je dis qu'il faut changer de système, je ne dis pas qu'il faut tout scraper. Mais il faut, à un moment donné, vis-à-vis de ce qu'on nous présente comme du progrès, être capable de dire, ben, est-ce que c'est un vrai progrès? Est-ce que ça nous permet d'aller, de nous donner du mieux-être? Par exemple, est-ce que c'est obligatoire que je change de téléphone cellulaire à tous les 6 mois? Excusez, M. Mongeau, c'est parce que j'avais noté, vous avez dit, là, je réagissais à ça, vous avez dit, se libérer. Se libérer du système capitaliste qui, à ce moment-là, nous force à consommer de plus en plus en nous disant, si vous ne consommez pas, vous êtes de mauvais citoyens parce que vous allez créer du chômage, etc. Et moi, je pense que vous avez parfaitement raison. Il ne s'agit pas de tout scraper. Et moi, c'est un de mes espoirs. Beaucoup de gens disent, hey, mais tu es pessimiste ou n'importe quoi. Oui, c'est clair, il faut être lucide vis-à-vis de ce qui s'en vient, regarder les choses vraiment en face. Mais en même temps, je dis, on peut compter. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font au Québec. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, libérons du temps pour aider à faire avancer ces choses-là encore plus. Parce qu'il y en a, et par exemple, beaucoup de gens disent, ah, les jeunes sont dépolitisés. Les jeunes sont sortis des partis politiques parce qu'ils ont bien vu qu'il n'y avait rien à faire là. Mais les jeunes s'impliquent dans leur milieu, beaucoup de jeunes, et à ce moment-là, c'est ça d'être politisé, c'est de, à ce moment-là, dire, je m'implique dans la chose publique,
et j'essaie de travailler à l'amélioration. Et il y a beaucoup de jeunes qui le font actuellement au Québec et qui remettent en question notre société de consommation. Mais en même temps, oui, il faut des réflexions personnelles, il faut continuer, mais il ne faut pas que ça soit juste ça. Juste en passant, j'ai lu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui remettait en question l'utilité de la simplicité volontaire pour la question d'environnement, en disant, si on ne fait que cela, si moi je consomme moins, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va se vendre moins de choses, ça veut dire qu'ils vont diminuer les prix, et donc en diminuant les prix, il va y avoir plus de gens, et on appelle ça un effet rebond. Okay? Si on est plusieurs à moins consommer, ben, ça va faire qu'il va se vendre moins de certaines choses, et donc ils vont être obligés, dans notre système capitaliste, de, à ce moment-là, baisser les prix, puis ça va être plus accessible pour plus de monde. Et ça, on voit ça dans beaucoup de choses. Diminuer juste une consommation sans avoir une volonté de changer bien des choses dans nos relations en même temps, bien à ce moment-là, ça ne nous mène pas à grand-chose. Il faut faire plus que ça. Il faut s'impliquer socialement. Il faut qu'on réfléchisse ensemble et qu'on voit les nouvelles voies, tout en, oui, utilisant ce qui était bien, ce qu'on faisait bien, puis des choses comme l'urine, c'est sûr que c'est pas juste en Chine qu'on fait ça. On fait ça dans des pays déjà... Danemark ou quelque chose comme ça. Et ça se vend, l'urine là-bas. On récupère l'urine, puis on la vend pour pouvoir faire de l'engrais, etc. Il y a bien des choses qui sont intéressantes qui se font. Mais attention, quand vous parlez là, que nos gouvernements sont en train, cherchent des solutions pour l'énergie, ben, nos gouvernements, à ce moment-là, ils font beaucoup de choses. Les solutions qu'ils cherchent, c'est pour continuer la croissance économique. Et ils nous disent, on va arriver à maintenir la croissance économique d'autres façons, alors que la question qu'il faut se poser, c'est pas, par exemple, est-ce qu'on peut trouver un autre carburant pour les automobiles, mais c'est peut-être, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant d'automobiles qu'on en a actuellement, tu comprends? Est-ce que, finalement, on va progresser notre société si on est tous des autos électriques? Bien, il faudrait savoir que des autos électriques, ça prend énormément d'énergie pour la faire, ça va prendre des batteries, ça va prendre de l'électricité aussi. Et donc, à ce moment-là, c'est pas le genre de petits changements, alors que c'est ça qu'ils cherchent actuellement. Ils cherchent des solutions qui vont nous permettre de continuer la croissance économique parce que nos gouvernements, avec la dette qu'ils ont contractée, il faut à ce moment-là qu'ils rentrent de plus en plus d'argent tout le temps, et donc il faut qu'il y ait une croissance de la production, une croissance des salaires, une croissance de la consommation, et c'est là-dessus qu'ils se fient pour finalement continuer. Et il faut qu'on fasse un pas de côté et qu'on s'en aille dans une autre direction. Merci. Une autre question? Autre question? Oui, bonjour. J'ai un commentaire et une question. Mon commentaire, c'est plutôt sur... Je crois que pour les individus, pour chaque individu, c'est légitime de vouloir être prospère, de vouloir être en sécurité et de vivre confortablement. Je crois que le problème dans la société, c'est la cupidité compulsive pour des dirigeants. À ça, d'où vient cette cupidité compulsive? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. À ça, ma question, c'est que on veut créer un groupe de discussion. Comme vous l'avez dit, la discussion, si on continue toujours à discuter, puis on parle, puis ça mène à rien. À ça, qu'est-ce que vous préconisez faire pour changer le système? Parce que M. Sénécal vient de parler de participer à une manifestation. Moi, je n'ai jamais vraiment cru aux manifestations. J'ai vu des manifestations quand j'étais jeune qui ont tourné au vinaigre. Et puis, c'était les manifestants qui se sont fait taper ses doigts en bout de ligne. Ça n'a jamais rien donné. Le réseau de l'Université du Québec, c'est déjà des manifestations. Il faut oublier ça. Et les manifestations nous ont aidés à éliminer des centrales au gaz, sur Rouen notamment. Il y a des manifestations qui ont eu des effets historiques. Alors, il faut quand même pas... Il faut faire la part des choses. Oui. Dans les 70, là, les gens ont eu des syndicats et tout ça, là.
Il y a eu quand même énormément de progrès. On recule, là. Une personne là. Un instant, c'est parce que j'avais déjà d'autres gens qui avaient levé la main. Fait que j'y ai par curiosité. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ah, moi, je vais le micro, oui. Je veux juste répondre à la question de monsieur qui dit à ce moment-là, on ne peut pas reprocher aux gens de vouloir être en sécurité. Mais en fait, qu'est-ce qui nous donne la sécurité? Ça peut être à ce moment-là de dire, je vais avoir un gros compte en banque. C'est ça qu'on développe actuellement comme sentiment de sécurité en disant, écoute, si tu veux être en sécurité, c'est à toi à t'occuper de tes affaires, c'est à toi de débrouiller à ce moment-là, c'est ton affaire du jeu. Alors que la sécurité, dans ce qui s'en vient, dans le futur, ça va venir de la communauté. Quand on va pouvoir compter les uns sur les autres, quand, par exemple, si on commence à manquer de nourriture, bien, il va falloir être capable de compter sur un autre qui va avoir un petit bout de jardin ou je ne sais pas quoi. Mais c'est la solidarité, c'est les communautés qui vont faire qu'on va s'en sortir. Regardez comment, au plan des humains, là, ce qui a fait qu'on a survécu en tant qu'humains sur la planète Terre, c'est justement qu'on a formé à l'origine des petites communautés, des petites tribus, où on se tenait les uns les autres, où on s'aidait. Parce que si on se compare aux autres animaux sur la planète, on n'était pas aussi bien équipés. On n'a pas des griffes comme un tigre, on n'a pas des mâchoires comme un lion ou je ne sais pas quoi. On était moins solide. Si on s'était mis des individus seulement, on n'aurait jamais résisté. Ce qui a fait qu'on a survécu en tant qu'espèce, c'est qu'on s'est mis ensemble, on s'est renforcés ensemble, on a protégé nos plus faibles quand ils étaient affaiblis, les femmes qui venaient d'accoucher, les femmes qui allaitaient, s'il y avait quelqu'un qui était blessé. Et c'est comme ça qu'on a survécu. Mais là, dans notre société, on nous éloigne de ce modèle constamment en disant, si tu veux survivre à ce moment-là, trouve-toi une bonne job, va à l'université, va te chercher un bon diplôme et travaille fort puis tu vas être capable d'y arriver et tout seul, mais fais-toi un gros compte en banque et à ce moment-là, pile sur la tête des autres, c'est correct, c'est toi à ce moment-là, c'est pas ça le modèle qui va nous permettre de survivre. Et à part de ça, bien, on a besoin en tant qu'être humain de contact avec les autres. Et c'est pas un modèle, ce modèle-là, là, d'être individu. De s'individualiser. Regardez notre société, écoutez le nombre de dépressions, le nombre de suicides, le nombre d'alcoolisme, de toxicomanie. Ce n'est pas des signes comme quoi ça va si bien que ça dans notre société. Je pense qu'on est en train de se déshumaniser, alors que l'humanité, notre humanisation, ça serait justement de se retrouver et de former des familles plus élargies et à ce moment-là, des groupes qui aient plus de solidarité. Oui, mais à votre avis, d'où vient la... Pour une équité, il y a encore des gens qui ont des questions. Je vais essayer qu'on puisse faire ça bref. Il reste 15 minutes, alors on va essayer d'activer les choses. Est-ce qu'on passe à la suivante, la question? Dans le système, là, 15 minutes, on devrait continuer. Bonjour, M. Mongeau, Mme Garietti. Moi, je vous suis depuis vraiment longtemps. D'ailleurs, je vous remercie pour le nouveau livre que vous avez publié parce que je trouve que c'est un excellent résumé de plusieurs démarches, de la démarche qu'on a entreprise il y a plusieurs années. Moi, je suis surpris aussi aujourd'hui. Je pensais que ce serait très, très intime. Je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de personnes parce que je me suis longtemps senti, que je me sens encore seul, je vous dirais, dans la simplicité volontaire, la décroissance. J'étais abonné à le petit volume, le petit journal là, de décroissance, et puis je recevais ça chez nous, puis je me disais, à Trois-Rivières, je vais être le seul à l'avoir, tu sais, puis je pense que l'effet de groupe, c'est démobilisant parce que souvent dans le milieu de travail, quand tu parles, tu as l'air effectivement d'un lien social, quelqu'un a parlé du terme, dans les choix. D'ailleurs, j'ai décidé d'acheter des livres pour les distribuer à ma famille, pour qu'ils puissent comprendre nos différents choix. Mais j'aurais aimé ça peut-être, si on pouvait aborder, puis il y a des gens que je comprends de Québec, de l'effet du groupe au sein de la décroissance et puis de la simplicité volontaire, parce que tantôt, Mme Garietti, vous avez parlé de
on peut faire ça tout seul. Moi, j'ai l'impression qu'avec ma conjointe, je le fais pas mal tout seul. Et oui, je me suis impliqué dans un parti politique que vous avez nommé tantôt parce que j'y crois, puis c'est tous des éléments que je peux mettre en action. Mais comment le groupe, comment le groupe peut apporter un second niveau, là, ce qu'on voudrait créer à Trois-Rivières, puis c'est quoi son importance que vous avez vu ailleurs, tant les gens de Québec que vous, M. Mongeau? La question du communautaire, de l'effet de groupe, elle est essentielle. Au tout début, moi je disais toujours, c'est sûr que si, quand je fais le ménage de ma maison, puis que je regarde qu'est-ce qui est trop, très vite, je vais réaliser par exemple qu'un chaudron pour faire du ketchup, c'est bien trop gros pour mes armoires, pour un petit 5,5. Alors, ça a beaucoup plus de bon sens qu'on achète un gros chaudron et qu'il soit à la disposition de tout un quartier ou d'une association. Il me semble que ça va de soi. Alors, c'est là que je commençais à dire, ben, le complémentaire de la simplicité volontaire, c'est la vie collective. Ce qu'on ne trouve plus dans nos maisons parce qu'on trouve que ça a plus de bon sens que ça soit géré collectivement, bien, ça nous mène tout droit dans les associations. Moi, je me rappelle quand j'étais toute petite, derrière chez nous, il n'y avait pas de clôture en ville, à Joliette. Et puis, on avait une grande, grande patinoire. C'était pas mal plus le fun. Tous les enfants ont joué tout l'hiver. Mais avec le temps, vous comprenez, 2-3 ans après la fondation de cette coopérative de logement, eh bien, les gens se sont mis à mettre des clôtures. Puis là, c'est devenu triste. Les enfants ne pouvaient plus avoir la grande patinoire que les parents surveillaient d'eux-mêmes, qu'ils avaient organisé eux-mêmes. Ça va ensemble. C'est faire éclater la consommation individuelle puis dire on va répondre à nos besoins, mais de façon collective, c'est extraordinaire. Ça, on a une belle discussion dans le réseau de la simplicité volontaire, à savoir quelqu'un qui veut rentrer dans la simplicité volontaire, il commence par quoi? Alors, il y en a qui vont dire jetez la télévision par la fenêtre. Vous n'avez pas besoin de ça, c'est de la propagande, ça n'a pas de bon sens. D'autres qui vont dire rentre dans ta chambre, ferme la porte et médite. D'autres vont dire laisse ton travail, prends une sabbatique, puis repense toute ta vie. Il y en a qui vont dire apprends à faire ton budget, comme ça tu vas savoir où est passé ton argent. C'est toutes des bonnes solutions. La mienne, c'est de dire rapproche-toi des gens qui te semblent incarner ce que c'est pour toi la simplicité volontaire. Dans nos réseaux, il y a toujours du monde avec qui on se sent plus à l'aise, on sent qu'on est dans l'être et non pas dans l'avoir. Quand on arrive chez eux, on ne se fait pas regarder des pieds à la tête pour savoir si on est bien habillé. Puis on ne sort pas de là tout croche en se disant, ben c'est ça, ils ne comprennent pas pourquoi je travaille dans telle affaire. Je me sens cheap parce que telle affaire. Je leur ai apporté un beau petit cadeau, on dit merci, puis on ne m'a même pas regardé. Tu sais, il y a du monde avec qui on se sent à l'aise, des gens chez qui on arrive puis qui disent à la bonne franquise, viens, comment tu vas, toi? Puis on sort de là et on se sent plus nous-mêmes. Ça, là, c'est des gens qui vivent le côté relationnel, qui ne sont pas nécessairement autant attachés au bien, ils sont au-delà de ça. Moi, je trouve qu'on est des êtres grégaires, Serge l'a dit, les êtres humains sont faits pour vivre ensemble, et la meilleure façon de changer, ben, c'est de faire comme les singes. Hein? On se tient avec quelqu'un d'autre à qui on veut ressembler. Ça ne veut pas dire qu'on quitte complètement tout le reste de notre famille ou de nos amis qui sont peut-être plus dans l'avoir, mais on se rapproche pendant un certain temps. Puis ça se peut dire à des gens, vous m'inspirez beaucoup dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre. J'aimerais ça qu'on se rencontre plus souvent. S'il vous plaît, je peux aussi répondre à cette question-là. Parce qu'on se pose des questions actuellement, qu'est-ce qu'on fait quand on se regroupe? C'est très important le groupe, être contagieux autant que possible. Moi, personnellement, je pense que constituer un groupe ici à Trois-Rivières, ça veut dire d'abord se donner des outils pour être permanent, c'est-à-dire être constant, se rencontrer souvent, puis s'informer, réfléchir. Moi, je trouve qu'on ne réfléchit pas beaucoup. On manque de lucidité de manière générale. Et réfléchir en groupe, c'est toujours extrêmement positif. Ça ne peut pas faire autrement que de nous faire du bien. Si le groupe de simplicité volontaire n'avait que ça comme objectif, qu'on se retrouve ensemble pour réfléchir ensemble, ça nous donnerait des ailes. On ferait des bonds là-bas. Je ne connais pas le contenu, je vois juste la forme pour le moment. Il s'agit justement qu'on le fasse, qu'on démarre, qu'on se regroupe, et on verra de rencontre à rencontre tout ce qu'on peut faire ensemble. Je te laisse la question.
une question, je pense, qui est simple. OK. Bon, je vais vous dire, moi, je me sens pogné d'un bord comme de l'autre, entre l'inaction et l'action. Premièrement, ceci, il y a eu une crise financière en 2008. Lors de cette crise financière-là, en 2008, même, il y a un grand nombre de banques qui ne se faisaient même plus confiance entre elles. Il y avait des indicateurs qui le montraient à ce moment-là. Et il y a eu des grandes banques qui ont fait faillite aux États-Unis et ailleurs. Et les banques centrales, dans beaucoup de pays du monde, dans beaucoup de régions, ont innové, ont inventé, ont sorti du livre, ont mis sur pied des moyens qui n'avaient jamais été mis, avec un certain succès, mais on ne sait pas comment de temps ça va marcher. Est-ce que... On ne sait pas... On sait que la croissance économique n'est pas tellement forte. On ne sait pas comment de temps ça va durer, mais plusieurs personnes, même dans les milieux d'investissement, pensent que on pourrait être, on peut. Il y en a qui vont dire non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais plusieurs personnes, je répète, même du milieu des placements d'investissement, pensent que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il pourrait y avoir une crise économique importante, aussi grave ou même pire que celle des années 30. Alors, autrement dit, ça c'est dans le bout de la pistole, on ne le sait pas. D'une part. Mais d'autre part, si nous étions nombreux à adopter le mode de vie de la simplicité volontaire, ne serait-ce que 5, 10, 15, 25% des gens, à réduire notre consommation. Il ne faut pas oublier une chose, au Canada, aux États-Unis, la consommation des ménages, c'est à peu près 68 à 70% de l'activité économique totale. Alors, là, je fais l'avocat du diable, puis M. Mongeau, c'est la question que je vais vous poser, vous devez l'avoir entendue à nulle occasion. Alors, si nous étions nombreux à adopter comme mode de vie de la simplicité volontaire, à réduire notre consommation, forcément, il y aurait un impact sur le PIB ou l'activité économique, il y aurait une récession. Et c'est ce qu'il faut. Oui, autrement dit, ça provoquerait une mini-crise, une réorientation du mode de vie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a une mini-crise, je ne parle pas d'une crise majeure, mais d'une mini-crise économique, bien là, il y a au niveau des placements, des fonds de pension, il y a des gens qui écopent. Et je regarde juste ici dans la salle, il y a peut-être la moitié des gens qui sont retraités, il y a des beaux jeunes ici, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui doivent leur revenu ou leur consommation ou leur niveau de vie à la part des fonds de pension, que ce soit la Régie des rentes ou ailleurs, peu importe, leur fonds de pension privé, public. Alors, la question est simple. Je fais l'avocat du diable. Si nous étions nombreux à adopter la simplicité volontaire, petite crise économique, puis un effet en cascade sur les revenus de beaucoup de gens ultérieurement. Alors, question déjà posée assurément, puis vous avez peut-être une réponse en tête, alors j'ai posé ma question. J'ai 3 éléments sur lesquels je voudrais revenir. Premièrement, la crise économique qu'on a connue il y a 4 ans, oui. Ben, c'est clair qu'elle peut revenir n'importe quand, oui. Et c'est prévisible. Écoutez, 95% des investissements actuellement sont des investissements absolument pas productifs. C'est juste de la financiarisation. Et c'est des gens qui font des placements. Et si beaucoup de compagnies, si aujourd'hui on disait, bon ben, on va les mettre à leur pleine valeur, ça serait 5 fois moins, peut-être 10 fois moins que ce que ça apparaît en bourse à ce moment-là. Et ça veut dire que c'est des bulles qui vont éclater à un moment donné. Et moi, j'espère que la première crise, ça va être une crise financière, justement, et non une crise alimentaire, par exemple. Parce que ça aussi. Parce que ça, c'est la deuxième chose. Quand on dit il faut continuer la consommation, il faut continuer la croissance, il y a des gens qui disent on peut faire une croissance dématérialisée, mais c'est pas vrai. C'est toujours matériel. Regardez juste comment, par les ordinateurs, on dit on va sauver à ce moment-là beaucoup de choses, puis ça prend pas beaucoup de matière. Actuellement, à peu près 10% de l'électricité aux États-Unis va pour faire marcher le système informatique, hein, pour refroidir les serveurs, etc., etc. Puis c'est beaucoup aussi de substances qu'on utilise. Et il faut qu'on réalise que la Terre, elle est ronde. Et que sur cette Terre ronde, on a mis une croissance qui, elle, est en constante
La Terre est ronde et limitée, puis là, on met là-dessus une croissance qui, elle, est illimitée. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va péter, ça ne peut pas continuer. Par exemple, avec une croissance de 3% par année, ça veut dire que dans 15 ans, on consomme 2 fois plus de pétrole, on consomme 2 fois plus de fer, on consomme 2 fois plus, finalement, c'est doubler la consommation en 15 ans. Ça n'a pas de sens et on arrive là au bout, justement, du rouleau et c'est clair que ça va péter à un moment donné. Maintenant, si, finalement, oui, il y a moins... la dernière question, c'était... Mais si on est nombreux à adopter la simplicité volontaire, on provoque une mini-crise. Oui, mais c'est ça qui est important de comprendre. Écoutez, ce qu'on dit dans la décroissance, c'est pas de dire on va diminuer juste la production puis la consommation. Il faut qu'on fasse les choses autrement. Si on fait juste diminuer la consommation et la production, là, c'est la récession, effectivement. Mais si on fait les choses autrement, si par exemple, au lieu de dire il faut qu'on crée encore des emplois pour que tout le monde travaille à 40 heures par semaine, bien là, à ce moment-là, il faut s'en aller bien plus dans l'autre solution. Travaillons moins, tout le monde, puis organisons-nous à ce moment-là pour faire les choses autrement, puis pour être capable de vivre avec moins de revenus. Et là, c'est une réorganisation de la société. Mais ce n'est pas juste de dire on continue, mais on baisse en même temps notre consommation. Ça, c'est sûr que ça nous mène à la récession. Et c'est pas ça la décroissance. La décroissance, c'est pas la récession. La décroissance, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pas de côté. C'est une façon de concevoir la société autrement. C'est de revenir au local, au communautaire, de répondre à nos besoins de façon différente, de retrouver la sobriété, de remettre, de trouver le moyen de faire des biens qui soient vraiment durables, qui soient réparables et qui soient à ce moment-là, qui répondent à nos besoins beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Bonsoir, moi je suis Lucie Provencher, je suis membre depuis 3 ans du Club de simplicité volontaire du simplicité volontaire de Québec. Je suis venue ici ce soir spécialement pour vous entendre, pour vous dire aussi que le groupe, on est prêt, nous, à Québec, de vous appuyer, de vous aider. Et puis, pour moi, je me dis tout le temps qu'il n'y a pas de... Quand on parle là, justement d'avoir peur de la décroissance, là, moi, je me dis que c'est un changement qui se fait étape par étape, qui se fait sur du long terme. Pour moi, je ne vois pas une panique de ce côté-là. Chacun le fait. Puis le fait d'avoir un groupe, comme Jacques disait tantôt, se rencontrer régulièrement, tous les mois, fait en sorte que ça va renforcer et qu'on ne se sentira pas seul. Parce qu'on rencontre d'autres gens, on dit « Oh, toi aussi, tu fais ça, mais on ne se connaît pas, on n'est pas dans le même quartier, on ne travaille pas au même endroit, donc on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. » Les groupes, c'est justement à ça que ça sert, c'est vraiment de s'entraider, puis c'est là qu'on se trouve à discuter, puis on est sur la même longueur d'onde parce qu'on a une vision qui est pareille, et ça nous renforce, nos idées viennent beaucoup plus claires pour faire des choses. Québec, on est prêt à vous aider. Nous autres, on a suivi des ateliers d'échange pour justement nous aider. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on va être prêt là, à venir faire un petit tour à Trois-Rivières de vous aider. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur Mongeau, il reste 5 minutes, si vous voulez terminer. Je m'excuse, madame. J'avais levé ma main tout à l'heure pour poser une question. Est-ce qu'elle est courte? On va faire une dernière question. Pour revenir à monsieur tout à l'heure, quand vous avez parlé de manifestation, okay? Il y a quelques années, je n'avais jamais participé à une manifestation. J'étais la petite employée qui était bien heureuse d'avoir son salaire et que bon. Et j'ai vécu en Afrique. Et j'ai vu des événements qu'on ne verra peut-être jamais ici, du moins je le souhaite. Coup d'État, etc. Je suis revenue ici en mode de survie. Et à un moment donné, j'entendais des choses et j'étais un peu inquiète, mais pas capable de m'impliquer. Et par la force des choses, je me suis impliquée dans une première manifestation sur les gaz de schiste. Vous avez demandé ce que les manifestations pouvaient faire. On a été à mon grand dépassement, plus de 250 000 à Montréal. J'aurais jamais espéré ça.
OK? Et grâce à ces manifestations, monsieur, les gazières n'ont pas pu installer leur puits de fracturation de manière bordélique. 2000 puits qui étaient prévus à travers la vallée du Saint-Laurent entre Montréal et Québec. 20 000 plutôt. OK? On a plus ou moins ralenti ça. Et le gouvernement qui était en place avait utilisé un langage endormitoire, style il y a un moratoire de facto qui ne tenait pas devant les tribunaux. Et c'était seulement parce que le prix du gaz avait diminué que l'industrie n'a pas vu propice d'accélérer son mouvement. Là, le prix du gaz est en train de monter. Et elle est en train de se préparer sournoisement, les gouvernements en place, pour que ça nous soit imposé en douce. Moi, j'ai réservé de la place sur l'autobus qui quitte le cégep pour la manifestation contre l'austérité. Il me manque 2 personnes pour occuper ces places-là. Si vous voulez vous joindre à moi, je vous accueille. Monsieur, mon nom c'est Joyce et je serai bien heureuse. Et vous allez voir l'utilité de cette manif. C'est à vous d'accepter. Écoutez. Je voudrais rajouter à ça. C'est un groupe de Greenpeace que j'étais là-dedans et on était seulement une dizaine à penser quelque chose, cogiter quelque chose, qui a commencé ça à Rimouski pour arriver à... Mais pour arriver à 200, beaucoup de monde à Montréal, il a fallu, par exemple, négocier avec toutes sortes de groupes, puis c'est l'ego qu'il faut baisser. C'est travailler ensemble. C'est l'ego qu'il faut baisser. OK. Bien, écoutez, je pense que c'est le message de la soirée, qu'à ce moment-là, on a tout intérêt à se revoir, à ensemble comprendre qu'il y a 2 pouvoirs dans notre société. Il y a l'argent et il y a le nombre. On n'a pas l'argent, mais on est capable d'avoir le nombre. Il s'agit d'aller chercher les gens et leur faire comprendre qu'il faut que les gens signifient ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie. Et moi, je pense qu'un groupe qui est comme celui qui est en train de naître, ben, trouvera, oui, des choses à faire. On ne voulait pas, à ce moment-là, arriver, s'asseoir en disant, ben voici, vous faites telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça va être à vous à le faire ensemble. Mais je pense que l'idée de la simplicité volontaire, c'est une idée qui est avantageuse sur bien des points de vue et qu'on la travaille sur un côté ou sur l'autre, ben, ça va aider. Et ça va être à vous à déterminer qu'est-ce que vous voulez faire ensemble. C'est... Je ne veux pas faire mon curé, mais c'est la grâce que je vous souhaite. Merci. Merci.